nuages sur la petite route qui serpente vallées et montagnes pour relier Taza à Mrawa. Notre voyage commence dans un silence respectueux de la majesté des paysages. En face, à nos côtés, la montagne se dresse et s'étend, comme pour nous rappeler à nous les humains notre petitesse face à Dame Nature. À peine avons-nous atteint le Duartedment que nous quittons la route pour emprunter, cette fois, une piste, direction nord. À quelques encablures, nous rencontrons notre premier obstacle dans cette montagne plissée, jadis passage discret de l'armée coloniale. Un vieux pont sur l'Oued Malh résiste encore au temps. Si sa charpente témoigne encore de son importance stratégique pour le passage des convois, son usure atteste des assauts des intempéries et de la rudesse de son environnement. Ayant pour principe de ne pas bousculer les risques, nous renonçons à jamber le pont et traversons à ses pieds, à gué. Des rafales d'émotions nous envahissent au fil de notre avancée. Nous grimpons davantage, en piétinant laborieusement une piste rocailleuse. Cette fois, nous sommes contraints de reconnaître l'impuissance de nos mécaniques. Nous abandonnons nos véhicules, chargeons notre matériel sur nos dos courbés et poursuivons notre expédition avec pour guide le lit asséché d'un ruisseau de saison. Quelques nuages d'un gris clair surveillent notre progression. Puis lentement, ils s'éloignent, sans abandonner de menace. Et de nouveau, la matinée s'éclaircit. Revigorés par cet appel printanier, nous précipitons nos pas. غار أنفيد ولا ولاد عياش، غار ولاد عياش 150 متر ديال العمق. إذن خصنا دابا كنهبطوا ليه، نديرو لاماراج ناتوريل الفوق، نديرو دو سبيت بداك الجهة ياب لتحت. Oui, on est devant le gouffre Anfid ou Ouled Ayesh, et comme on peut le voir, c'est le terminus d'une petite rivière qui bute contre le rocher et qui va dans le gouffre. C'est une perte. Tout ce qu'on sait, qu'il fait partie du bassin versant de Melouia. Alors là, pour voir un petit peu et pour avoir une idée sur la profondeur, on va essayer de jeter une pierre et on va entendre son arrivée. Donne-moi une pierre. On va voir avec une autre pierre pour évaluer un petit peu la profondeur du gouffre. Alors il doit peser à peu près 2 kilos. Et on va voir. Eh ben on sent bien les 150 mètres que fait le puits. Et d'après un ancien schéma, parce que le gouffre a été signalé en 1934, il fait à peu près 152 mètres de profondeur. Mais le premier puits fait 90 mètres d'un seul trait. Cette roche calcaire est une roche essentiellement formée de calcite. Elle a pris naissance dans des circonstances géologiques diverses. D'une manière générale, la genèse des calcaires est liée à des mécanismes physico-chimiques et biologiques. À l'échelle du pays, il y a 190 à 200 millions d'années existait dans la mer, qui couvrait à cette période la plus grande partie du Maroc actuel, une sédimentation carbonatée. Découverte en 1934 par une équipe de spéléologues de Taza, elle fut dûment répertoriée et explorée par Norbert Castelet, qui s'y risqua à plus de 150 mètres de profondeur. Nous nous apprêtons à descendre. Les harnais sont enfilés, les spits enfoncés dans la roche, les cordes placées au-dessus de la bouche béante.
Cet abîme, qui paraît sans fond, accueillit jadis de nombreux insectes cavernicoles et, dit-on, toute une mâchoire de l'éléphant africanus. Aussitôt engagé dans ce puits insondable, une singulière impression m'empoigne. Chevillé à mon casque, mon éclairage parvient à peine à dépasser quelques mètres de mon cordage. Suspendu au centre de la cavité, je sente les parois pierreuses qui me ceinturent. La progression ralentit. Nous ne pouvons acheminer le lourd matériel de tournage et d'éclairage. Malgré notre détermination, nous devons nous dégager et avouer notre impuissance. Pour cette fois, le puits restera hermétique, conservant jalousement ses secrets pour les téléspectateurs. Il est vraiment profond. Un gratte-ciel à l'envers. C'est un véritable gouffre. C'est un gouffre au sens strict du terme. Il est tellement profond et je crois qu'il est signalé à 150 mètres, mais je ne le pense pas. Il dépasse les 200 mètres, il faut que je revienne le mesurer. Et là, ce gouffre, je le conseille aux spéléosportifs, s'ils veulent s'éclater. Et là, pour l'épreuve sportive, ils seront servis. Puisqu'il n'y a pas de beauté, il n'y a que la rigueur de la nature. Il n'y a aucune concrétion, il n'y a que le travail mécanique de l'eau. Alors là, je vous promets un autre gouffre bien concrétionné et d'une beauté extraordinaire. C'est libre! Merci aux amis qui ont plongé avec moi dans les obscurités. Ces habiles prospecteurs de la Terre qui, du bout de leurs appareils et d'une manière acrobatique, ont remonté leurs témoignages aux lumières du soleil.
Mon ressentiment est d'autant plus fort qu'une équipe anglaise l'aurait pénétré à 214 mètres de profondeur. Cet exploit sonne pour moi comme un prochain défi. Pour le spéléologue, les difficultés résonnent invariablement comme le must de l'aventure. Il se grise de ses explorations, de ses découvertes, de ses contacts silencieux avec les profondeurs de la Terre. Et quand il renonce, c'est pour mieux se préparer pour une prochaine fois. Après quelques instants de repos, nous levons nos camps à la rencontre d'une autre cavité, Kaf el-Biad, celle-ci plus accessible, différemment spectaculaire. Nous repartons donc sur la petite route montagneuse et chemin faisant, à l'embranchement Bab Bouy Dir Teza, nous croisons Ain Aouda, une source qui a prêté son nom au douar mitoyen. De là, une piste remonte vers le village. À notre arrivée, nous sommes accueillis chaleureusement, et tout un chacun nous offre son aide, tantôt ses bras, tantôt son mulet. Notre matériel est alors chargé sur les bêtes. Nous livrons aux villageois quelques informations de notre expédition, recueillons leurs recommandations et promettons de nouvelles explications à notre retour. Puis, sous leur regard agité d'interrogation, notre caravane paisiblement s'ébranle vers le sommet de la montagne, en suivant le tracé approximatif d'une ancienne voie étroite de chemin de fer qui reliait la mine à la route. Certains passages, même les traces des rails disparaissent sous les éboulis, rendant notre marche plus laborieuse. Nous avançons lentement, au gré des difficultés de ces chemins caillouteux et escarpés. La fatigue nous menace, mais disparaît aussitôt vers la perspective d'une nouvelle découverte. Nous parvenons enfin à l'entrée de la vieille mine de zinc, aujourd'hui désaffectée. Tel un tube, un tunnel la perce sur toute la longueur. Impatients de notre rencontre, nous traversons à pas pressés le tunnel dont le fond s'ouvre sur une mine à ciel ouvert. Bien sûr, c'est lors de l'extraction de minerais que la grotte Kaf el-Biad a été découverte. Haute de 5 mètres et longue de 4 mètres, l'entrée de la grotte ressemble à un hall. Au sein de l'équipe, chacun est rassuré. L'accès est facile. Nous pénétrons sans encombre, aidés sur quelques mètres par la lumière du jour. Après Enfid ou Ouled Ayesh, le gouffre rude, qui est d'ailleurs sur le même prolongement de là où on est, le Kaf el-Biad, ou la grotte blanche, sur la même montagne que Enfid, là où on était. Déjà au départ de cette grotte, on voit le massacre, les traces du massacre, des stalagmites, des stalactites, des colonnes entières cassées, un véritable cimetière des concrétions. Et tout ça est dû au vide juridique. Il n'y a aucune loi au Maroc pour la protection du patrimoine géologique.
des mains vandales ont brisé et saccagé en quelques heures le travail millénaire du temps. Ces traces blanches témoignent encore, comme des preuves indélébiles de bêtises, des coups reçus par les stalactites et les stalagmites. Le spectacle est désolant. Draperies, colonnes, voûtes dévastées. L'ornement de la grotte ressemble désormais à une dentition hideuse que nulle main ne peut plus réparer. Je m'approche davantage. Malgré cette destruction, l'entrée de la grotte conserve quelque beauté grâce à l'importance de son concrétionnement. Toutes les couleurs sont là, toutes les nuances sont là, toutes les concrétions sont représentées. Le passage vers l'intérieur de la grotte, il se situe là. C'est entre des colonnes stalagmitiques, un passage étroit. Allons-y. La grotte est tellement concrétionnée qu'on est obligé de passer entre les colonnes et les stalagmites et les stalactites. La calcite pure. كيف بيضاء؟ فين؟ فوطة. هنا شو هنا ابيض. طلع. اي هنا جايين كولون كلها بيضاء. هنا الشوفلر. شو البيوضة والله يا شي جميل بزاف. Je me rassure qu'à peine la lumière du jour, absorbée par la profondeur de la grotte, aucune main n'a porté de coup. Le vandalisme s'est arrêté à la porte de cette cavité fabuleuse, gardienne sourcilleuse du lent et magique travail de l'eau dans les profondeurs secrètes de la montagne. Je me rassure, à mon corps défendant de ces croyances ancestrales, qu'il reste l'obscurité et le noir cavernicole contre la curiosité et ont permis de préserver la beauté de cette grotte.
Mais aussi, je déplore le vide juridique que connaissent dans notre pays la protection des sites et leur préservation. Pour vous convaincre de l'impératif d'un texte juridique, il me suffit de vous convier à visiter l'intérieur de Kaf l'Abyad. Vous jugerez de vous-même, de ce spectacle d'obscurité, de silence, où des tons innombrables se côtoient, sans jamais s'écharper. Et vous verrez alors qu'il vaut mieux protéger ces sites par des lois que par des démons et des mauvais esprits.